Voilà. Donc, eh bien, c'est parti avec l'agenda, avec une petite introduction sur pourquoi NVIDIA pour faire du Generative AI, si jamais, et puis comment on interagit avec Oracle. Et également, voilà, après, je passerai du temps sur différents sujets avec quelques petits points de démonstration pour que vous puissiez les reproduire aussi de votre côté. Euh, donc, je voulais principalement d'abord resituer un petit peu ce qu'on fait chez NVIDIA rapidement. Vous connaissez tous probablement NVIDIA pour son hardware et notamment pour ses GPU, mais peut-être pas toujours pour ses CPU également. On a des CPU Grace. Et puis toute la connectique en fait et le networking nécessaire pour faire fonctionner un data center aussi qu'on fournit chez NVIDIA, donc les NIC, les switches, les DPU, etc. Donc, toutes ces infra-hardware sont aussi repackagées dans différents types de serveurs, que ce soit juste une carte RTX seule ou bien jusqu'à un DGX qui contient plusieurs cartes professionnelles et puis alors des superpods avec donc encore plus de GPU les uns stackés autour des autres pour des très gros data centers. Au-delà du hardware, donc ça c'est ce que vous connaissez tous chez NVIDIA, on a évidemment tout un tas de software qui gère en fait le système lui-même des GPU. Donc principalement vous connaissez CUDA, qui est la librairie qui permet d'utiliser les GPU de manière la plus efficace. Et puis par-dessus, en fait, on a tout un tas d'outils pour la gestion des serveurs comme Base Command, Fleet Command ou d'autres types d'outils. Et puis alors, au-dessus de ce software de base qui vous permet simplement d'utiliser le GPU, vous avez des plateformes, ce qu'on appelle chez nous plateformes. On regroupe en fait un petit peu différents sujets sous forme de plateformes dans le HPC, donc pour des calculs haute performance. Et qui peuvent être de la simulation pour des applications de physique, de mathématiques, etc. Ou de détection de fraude, enfin tout ce qui nécessite énormément de calcul, mais pas forcément d'intelligence artificielle. Et donc à côté de ça, on regroupe justement les sujets d'intelligence artificielle dans la plateforme NVIDIA AI. Et aussi, on peut situer Omniverse dans ces plateformes, donc pour le design collaboratif, les applications plutôt autour de la 3D. Voilà, donc c'est un petit peu les trois sujets qu'on adresse avec tous nos outils. Et ces trois sujets, en fait, desservent après des applications, ou enfin, en fait, des ensembles de frameworks qu'on regroupe par sujet. Pour, par exemple, le healthcare, donc tout ce qui est le domaine de la santé et de l'analyse médicale, on a Monai. Pour des sujets d'IA, enfin, de conversation avec des chatbots ou juste reconnaissance vocale, on a Riva par exemple, Drive pour le véhicule autonome, Isaac pour la robotique, etc. Donc ça, c'est simplement des regroupements d'outils, de modèles préentraînés, de framework, enfin de SDK par sujet, mais principalement en fait derrière toutes nos plateformes et toutes ces applications utilisent le même socle de hardware, le même socle d'outils pour le développement, et on essaye de vraiment, garder cette transverse, enfin cet aspect transverse de nos outils qui desservent après tout un tas d'applications. Voilà, donc ça c'était pour resituer un petit peu ce qu'on fait chez NVIDIA. Donc c'est pas seulement le petit GPU en bas à gauche, c'est tous les outils pour bien développer sur ce GPU et tous les outils pour bien construire une application optimisée qui va ensuite tourner principalement sur GPU. Voilà. Donc, dans l'IA générative, évidemment, enfin, on voit émerger énormément de sujets, ou en tout cas beaucoup d'industries qui s'y intéressent et qui transforment leur façon de travailler avec ces nouveaux modèles, aussi bien dans le commerce que dans l'éducation ou dans la santé. Voilà, donc bon, ça, j'imagine que vous retrouvez nombreux de vos clients ou de vos propres applications dans ces sujets-là, et que l'IA générative intervient de plus en plus. On peut constater une tendance en fait depuis 2022, là où il y a eu la grosse explosion après ChatGPT. Donc les gens ont un peu exploré, compris un petit peu comment ça fonctionnait en 2022, on va dire. Et puis en 2023, il y a eu énormément de
de projets naissants, de petites phases d'expérimentation, de POC, de prise de connaissance vraiment des outils. Et puis là, en 2024, maintenant, on passe vraiment en mode production. Donc, on voit énormément d'entreprises et de cas où vraiment on est content, on est satisfait de ces premières expérimentations et on veut passer à l'échelle, on veut grossir, on veut mettre ça en production, on veut faire de l'argent avec ces solutions. Et donc voilà, c'est un petit peu la tendance qu'on voit là sur 2024, c'est que vraiment, il y a une accélération des passages en production et qui se fait pas sans challenge. Donc, par exemple, juste pour aussi contextualiser pourquoi le GPU c'est important et pourquoi chez Oracle il y a aussi beaucoup de GPU. Parce que tout simplement, si on a un budget donné pour faire une application qui nécessite du calcul, donc mettons qu'on est 10 millions, et ben on veut faire tourner un modèle de langage à une certaine vitesse, ok, donc on achète des CPU et puis on consomme un certain volume d'électricité. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer sur des CPU sans accélération du tout. Maintenant, avec ce même budget, en fait, on pourrait concevoir autre chose. On pourrait imaginer acheter plutôt un certain nombre de GPU et puis consommer du coup nettement moins d'électricité et accélérer. euh, Par exemple, ici, bon, c'est des chiffres sur un modèle en particulier, mais accélérer énormément le déploiement enfin, le déploiement et l'inférence des modèles de langage. Donc, pour un même budget, il s'agit de voir ici qu'en fait, on peut juste gagner de l'argent en gagnant du temps. C'est-à-dire qu'on va inférer plus vite, on va pouvoir inférer plus de choses sur sur ces mêmes machines. Donc ça, c'est simplement un ordre d'idée à budget équivalent. Et puis aussi, on peut voir la chose différemment. Si on était satisfait de la rapidité d'exécution sur le CPU, c'est-à-dire quelque chose de assez lent qui n'est pas un problème pour notre application, très bien. Mais dans ce cas-là, on peut aussi concevoir de prendre quelques GPU seulement et consommer encore nettement moins d'électricité et surtout payer beaucoup moins cher pour ce matériel qui est nettement inférieur. Donc voilà, donc à la fois on fait des économies de temps, d'énergie et, euh, et voilà, donc c'est simplement pour mettre un petit peu l'accent sur le cœur de ce que fait NVIDIA, c'est d'accélérer les pipelines. Donc c'est vraiment le but du GPU. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, si on rentre un peu dans la plateforme IA en détail, et puis avec le partenariat qu'on a avec Oracle, donc on a une multitude de types de hardware disponibles chez Oracle. Par exemple, nos cartes A10 et L40 qui sont très multimodèles, qui permettent de faire à la fois de l'inférence et aussi des applications plutôt graphiques, des A100, des H100 pour tout ce qui est gros volume de calcul. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Oracle, il y a aussi du bare metal qui est possible. C'est un de leurs différenciateurs. Donc ça, c'est très intéressant quand vous voulez disposer d'une machine vraiment où vous êtes tout seul dessus et où vous accédez directement au GPU sans virtualiser. Voilà. Après, vous avez aussi la connectique qui est très très bonne et les investissements d'Oracle dans la connectivité entre les GPU sont très bons avec du NVLink, etc. Donc voilà, c'est juste un petit peu les éléments fondamentaux de notre partenariat. Vous avez le support avec la licence Enterprise que je vais juste détailler et puis tout un tas d'outils et de software qui sont disponibles aussi sur la stack. Donc typiquement, voilà, si on voit le premier slide que j'avais présenté sur NVIDIA d'une autre façon, on peut voir que donc l'infrastructure cloud Oracle supporte donc tous les types de hardware ici décrits. Donc ça, c'est vraiment le bas de ce qu'on fait chez NVIDIA. Donc on propose l'infra. Et puis par-dessus ça, toujours chez Oracle, vous pouvez accéder via la marketplace à la licence AI Enterprise et puis avoir accès au support, aux experts NVIDIA pour tout type de développement, que ce soit juste l'infrastructure elle-même et des problématiques liées aux drivers, etc., ou bien vraiment avec les outils, les frameworks, les workflows spécialisés dans différents sujets. Peu importe ce que vous faites, à partir du moment où vous passez en production et vous avez besoin d'un support, c'est en ça que la licence vous aide. En dehors de ça, vous pouvez choisir d'utiliser tous nos softwares et nos applications de manière gratuite. La plupart sont téléchargeables depuis notre site NGC, NVIDIA GPU Cloud, et comprennent tous les modèles préentraînés, des scripts, des évaluations, etc., pour votre développement personnel.
Et puis bah voilà, le jour où vous passez en production et que quelque chose de plus sécurisé, avec un support toute la nuit, avec tout un tas d'autres problématiques qui peuvent intervenir en production, bah, dans ce cas-là, vous considérez la licence. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc ça, c'était pour resituer. On a aussi voilà, des machines virtuelles, pareil, disponibles sur la marketplace, donc dans laquelle vous pouvez simplement lancer directement une machine virtuelle préconfigurée avec tous les bons drivers, les bons containers disponibles avec tout le runtime nécessaire. Et puis bon, toujours les bonnes versions de Python si vous avez déjà un outil en particulier en vue. Donc voilà, donc, tous ces containers sont téléchargeables depuis le NGC Catalog et ils peuvent se rajouter sur cette virtuelle machine de façon très, très simple. Et puis donc voilà, c'est un petit peu ce que vous pouvez trouver sur Oracle, à la fois la machine virtuelle et puis la licence Enterprise si besoin par-dessus. Donc, si on rentre un peu dans le détail de ces softwares, qu'est-ce qu'ils comprennent? On essaye de faire des softwares qui sont vraiment bout en bout, donc c'est-à-dire depuis vraiment la préparation des données. Quand vous êtes dans un sujet d'IA générative, vous avez besoin de données et de nettoyer ces données activement avant de travailler dessus. Donc, on a des outils pour cet aspect-là. Je pense à Rapids, par exemple, et puis à des scripts aussi dans Nemo Framework pour la partie data préparation. On a du training, donc pour entraîner des modèles, que ce soit de computer vision ou de modèles de langage, on a Tao, Nemo, et puis après, une fois appris le modèle, on peut simuler, estimer les performances, optimiser, donc avec TensorRT, TensorRT LLM. Et puis pour le déploiement, on peut penser à des serveurs comme Triton Inference Server. Donc on essaie vraiment d'avoir des softwares qui couvrent toute la stack, depuis la data jusqu'au déploiement et dans les différents sujets adressés par les frameworks applicatifs dont j'avais parlé au début. Voilà, donc si on rentre peut-être dans un exemple en particulier, on peut citer le framework Nemo pour les modèles de langage principalement. Donc dans Nemo, en fait, donc Nemo Framework, ça va être un container, hein, toujours pareil, que vous pourrez récupérer depuis NGC, à l'intérieur duquel vous allez trouver un tas de scripts et de notebooks et d'exemples et de modèles préentraînés que vous pouvez utiliser. Donc et vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de la chaîne. Donc soit vous voulez prendre depuis le début avec des scripts de nettoyage de données pour fine-tuner ou pour apprendre un modèle à vous. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les scripts qu'on utilise. Ce qu'il faut savoir chez NVIDIA, c'est que vraiment on donne nos scripts, on met à disposition nos scripts. Ce sont vraiment ceux qu'on utilise en interne, donc les ingénieurs, les chercheurs qui ont préparé déjà des modèles. Donc on a des modèles NVIDIA qu'on a appris sur des bases de données aussi. Et donc, on a fait cette expérience déjà. Et donc, fort de cette expérience, on partage les scripts avec les paramètres et toutes les configurations que nous, on a utilisées pour ces modèles-là. Et puis, pour aussi répliquer des modèles de la communauté ou autres. Donc, voilà, donc c'est intéressant de ne pas avoir à réécrire tous ces scripts si on peut s'en inspirer. Donc, c'est pour ça qu'on les fournit dans ces containers. Donc, pour le nettoyage de données, donc on a des choses pour dédupliquer, classifier, filtrer du contenu quand vous récupérez des grandes bases. Donc, tout ça, vous pourrez le trouver dans Nemo Curator. Enfin, c'est la sous-partie de Nemo consacrée à ces datas. Si vous voulez apprendre un modèle de langage, donc en entier, eh bien, vous pourrez bénéficier des scripts aussi pour l'apprentissage distribué. Donc, si un modèle est trop gros pour rentrer sur un seul GPU, et puis pour accélérer l'entraînement aussi, vous pouvez avoir envie de couper le modèle en plusieurs morceaux, que ce soit en utilisant du tensor parallèle ou du pipeline parallèle. Donc, tous ces scripts-là, sont en fait déjà écrits et contenus dans la librairie Megatron Core. Et donc, quand vous voulez faire un training sur Nemo Framework, vous pouvez être sûr que ça va utiliser derrière en fait tous ces scripts optimaux pour l'apprentissage distribué.
De la même façon, pour customiser, donc si vous avez déjà un modèle préentraîné et que vous voulez utiliser un qu'on fournit, eh bien, vous voulez simplement l'aligner avec un certain vocabulaire, avec certaines données supplémentaires que vous avez. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser aussi les scripts de customisation qui sont disponibles sur Nemo pour toutes les différentes méthodes. Donc, j'ai quelques slides un peu plus détaillés là-dessus plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment travailler sur les modèles. Et puis après, bah, en déploiement, au moment de l'utilisation au niveau entreprise, bah, vous pouvez donc avoir accès aussi au script pour euh, exporter et optimiser ces modèles qui tournent de manière optimale sur GPU. Donc ça va pas être du PyTorch simple, natif, ça va être vraiment un nouveau moteur d'inférence, donc utilisant TensorRT LLM qui va venir inférer un modèle spécifiquement pour un GPU en particulier et vraiment optimiser le calcul sur ce GPU-là. Donc c'est ce que fait cette librairie. Et puis une fois que vous avez ce nouveau modèle, donc ce format TensorRT LLM, eh bien vous pouvez utiliser un serveur comme Triton pour aussi le servir, avoir une API, communiquer avec depuis l'extérieur, etc. Donc ça, c'est ce que fournit Triton. J'ai aussi quelques détails là-dessus. Voilà, et puis bah, dans Nemo, on donne aussi quelques exemples pour fabriquer une solution complète comme le RAG. Et également, je voulais mentionner Guardrails qui était important concernant donc les garde-fous en fait que vous pourriez avoir envie de mettre sur un modèle. À la fois sur le modèle, mais aussi sur la personne qui va interagir avec ce modèle. Donc, filtrer le contenu des questions, filtrer les réponses, euh, classifier, éventuellement interagir, avoir des règles selon ce que dit le user, rediriger. Donc, enfin, guardrail, c'est vraiment, ça permet de router, enfin, de écrire ses propres règles au niveau d'un chatbot, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Donc, c'est un framework assez intéressant. Il y a un GitHub disponible aussi pour ce guardrails à part entière. Ou si vous voulez l'utiliser dans LangChain ou ailleurs que dans Nemo, c'est tout à fait possible. Euh, donc, je continue avec un petit focus sur les outils d'inférence. Enfin, peut-être il y avait juste une chose que je voulais mentionner ici, oui, c'est que là j'ai parlé beaucoup de modèles de langage, mais en fait il y a dans Nemo vous trouverez aussi un GitHub spécifique à la multimodalité, donc euh, qui en fait pas seulement utilise le texte dans les modèles, mais aussi des images. Donc vous avez des exemples pour entraîner ou customiser un Stable Diffusion, par exemple, pour de la génération d'images, ou même il y a des choses pour customiser, oui, avec Dreambooth ou ce genre d'application. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la partie multimodèle si vous voulez sortir du domaine du texte dans Nemo. Voilà. Donc, si on fait, enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas encore tout à fait trouvé comment les voir, mais voilà. Si, c'est bon. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Si jusque-là, il y a pas de questions, je continue. Avec un petit focus sur l'inférence. Donc, euh, quand on veut déployer de l'intelligence artificielle en production, ben, on est amené à avoir peut-être à rencontrer plusieurs problématiques. Donc déjà, selon l'application qu'on a, est-ce que c'est du real-time, est-ce que c'est batché, est-ce que c'est du streaming? Quel framework on a utilisé pour développer peut-être un modèle, mais ce sera peut-être pas le même pour l'autre modèle, si c'est TensorFlow ou PyTorch. Si c'est un CNN, un transformer ou un arbre de décision. Bon, donc vous avez plusieurs équipes, plusieurs modèles, plusieurs choses à mettre en place pour votre application. Vous savez, enfin, vous allez peut-être développer sur le cloud, mais ensuite il va falloir que ça tourne sur du edge ou dans un data center. Donc voilà, plusieurs problématiques de lieu de déploiement. Vous utilisez des stacks sur Amazon SageMaker ou bien vous voulez aussi faire du load balancing avec Kubernetes, etc. Donc, vous avez aussi tout un tas d'autres outils que vous utilisez par-dessus. Et puis, bah, peut-être c'est sur GPU, mais peut-être c'est sur CPU et peut-être c'est un mélange des deux. Donc, en fait, nous, chez NVIDIA, on essaye de, voilà, comme je disais, de faire des softwares de bout en bout. Et ça inclut aussi tous ces challenges-là. Donc, typiquement, le Triton Inference Server, donc,
adresse à tous ces frameworks, tous ces types de situations et les plateformes variées qui peuvent être sur le hardware. Et donc voilà, ça peut être un exemple de serveur d'inférence très, très pratique d'utilisation, justement quand on est dans un environnement comme ça assez large et mixte, et quand on a besoin de quelque chose de standardisé en fait. Donc là, il va y avoir différents backends pour du PyTorch, du TensorFlow, il va y avoir différentes possibilités de gérer des batchs, mais c'est Triton qui gérera le batch. Vous avez très peu de code à écrire en fait pour gérer toutes ces problématiques. C'est vraiment un orchestrateur, voilà, un serveur d'inférence. Puis vous avez un certain nombre de métriques qui sont ressorties sur les performances et l'utilisation des ressources que vous pouvez aussi traquer par ailleurs. Donc, je m'attarde pas sur Triton, mais il y a d'autres webinaires et présentations qu'on avait déjà faites d'ailleurs avec Oracle à ce propos. Sur TensorRT LLM, qui est vraiment la librairie à utiliser quand on veut optimiser l'inférence et donc la rapidité d'exécution des modèles de type transformer et donc typiquement les modèles de langage aujourd'hui. Sorti en octobre 2023, là, donc c'est relativement récent, mais c'est déjà largement utilisé. Et c'est aujourd'hui vraiment l'état de l'art dans l'exécution de modèles de langage sur GPU. Il y a une interface Python qui est assez pratique pour les personnes qui veulent vraiment rentrer dans le détail de l'architecture et optimiser leur propre architecture. Donc, si c'est pas quelque chose qu'on a déjà préconçu, donc on a tout un tas de scripts déjà existants pour des Llama, pour des Mistral, pour des Falcon, etc. Mais si vous voulez écrire vous-même un nouveau modèle, du moment qu'on a les couches qui existent et qui sont optimisé sur Tensor RTLLM, vous pouvez en fait exporter votre modèle vous-même avec ces scripts et avec cette surcouche Python qui simplifie beaucoup le développement. Donc ça, c'est pour la partie vraiment optimisation et exécution de modèles de langage. Une particularité, par exemple, c'est l'in-flight batching qui est inhérente aux problématiques de langage où les séquences sont de tailles différentes. Donc quand on batch des requêtes, la question peut être plus ou moins longue, la réponse va être plus ou moins longue, donc c'est pas vraiment le même temps d'exécution. Et donc, les systèmes de batching classiques où on envoie tout en même temps et on récupère quand tout le batch est terminé, en fait, c'est pas adapté pour utiliser au maximum la ressource hardware. Donc, du coup, bah, il y a cette implémentation de l'in-flight batching qui permet de gérer sur le vif une requête en même temps que les autres ne sont pas encore tout à fait finies dans le même batch. On peut réalimenter le batch avec de nouvelles requêtes. Donc, on est vraiment dans l'optimisation là, de l'utilisation de la ressource. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Vous connaissiez probablement TensorRT préalablement. Donc, c'était le compilateur et le runtime pour l'exécution de modèles de deep learning en général. Hein. Les modèles convolutionnels sont toujours inférés sur TensorRT, mais TensorRT LLM a ses petites optimisations spécifiques, donc l'inflight batching, mais aussi tout un tas d'autres applications très détaillées sur la gestion du cache, qui est très importante dans le contexte des modèles de langage, la gestion du multi-GPU quand c'est des énormes modèles, et puis la quantification, très important aussi maintenant pour vraiment réduire la taille et accélérer les calculs. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le GitHub de TensorRT LLM et puis à vous rendre compte aussi des performances que ça apporte par rapport à juste inférer un modèle PyTorch. Donc, une fois que on veut déployer un modèle d'IA générative, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit on peut utiliser un service managé, donc une API existante, une tierce entreprise qui a déjà déployé le modèle et qui le met à disposition et qu'on peut requêter. Donc ça, c'est une façon de faire. Notre façon de faire, c'est de déployer vraiment chez soi, dans un environnement qu'on maîtrise et qu'on connaît toute l'application, y compris l'inférence du modèle. Donc ça nécessite un petit peu plus de connaissances et de gestion de l'infrastructure et voilà, il faut bien prévoir la taille, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, on est maître de la data, on est maître de l'environnement dans lequel on travaille. Donc c'est deux applications différentes, enfin deux façons de voir l'utilisation de l'IA différentes. Donc nous, on propose aussi des points, enfin, je vais vous montrer des exemples d'API, mais on est aussi tout à fait
On promeut aussi tout à fait le déploiement de modèles sur on-premise, donc en local sur vos machines. Voilà, donc l'un est plus facile à démarrer, peut-être pour des projets où voilà, ça dépend vraiment des business models de chacun et puis des ressources disponibles aussi. Mais donc c'est bien d'avoir en tête qu'il y a vraiment ces deux options-là avec leurs inconvénients et leurs avantages chacun. Donc chez Nvidia, on essaye de faire en sorte, comme je disais, de faire les choses de bout en bout et de vous laisser le choix de démarrer la chaîne là où vous voulez. Et donc, on a aussi mis en place l'option de déployer chez soi très facilement un modèle et de se créer en fait sa propre API. Donc finalement, on devient son propre utilisateur de services managés finalement. Donc si on imagine qu'on déploie en interne un modèle et puis qu'ensuite on l'intègre dans sa propre application, mais toujours en local. Donc pour ça, on a fait une annonce en mars dernier, donc à notre conférence à GTC, donc concernant les NIM. Donc peut-être que vous avez entendu parler, les NVIDIA Inference Microservices. Donc ce sont des microservices d'inférence et que vous pouvez en fait déployer en microservices local chez vous. Donc tout ça se passe sur le site ai.nvidia.com. Donc je voudrais quand même vous montrer. Donc j'espère que vous voyez toujours l'écran ici. Sinon, vous pouvez me l'écrire dans le chat. Mais donc ici, j'ai juste tapé donc ai.nvidia.com. Donc ça, c'est vraiment le site internet où on a mis tous nos services, enfin notre documentation sur l'intelligence artificielle. Et vous pouvez cliquer sur le bouton Try Now, dans lequel vous allez arriver sur en fait plutôt une sorte de playground. Donc build.nvidia.com. Donc sur cette page, vous allez trouver tout un tas de modèles disponibles pour le test. Donc c'est-à-dire que on les a rangés par catégorie, les modèles de langage avec aussi un peu de compréhension visuelle ici, les modèles de génération d'images, génération de 3D, et puis des choses spécifiques au RAG, donc des modèles d'embeddings, des re-ranking. Voilà, le modèle de reconnaissance vocale et puis de la biologie. Bon, donc vraiment tous nos domaines d'activité. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer donc sur un des modèles, par exemple. Et là, on arrive sur une page où on peut soit communiquer avec le modèle, donc euh, que, que savez-vous des lamas? Je ne sais pas, moi, je pose la question. En français, on va voir. Donc là, c'est quoi? C'est Lama 3, donc c'est un des modèles les plus récents. Voilà, les lamas, ces animaux fascinants, etc. Donc bon, vous pouvez chatter avec le modèle ici, c'est vraiment juste pour vous rendre compte de qu'est-ce que c'est que ce modèle et qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est valable pour tous les modèles. Et puis sur la droite, vous avez une partie où, en fait, c'est un bout de code que vous pouvez copier-coller et mettre dans votre application, donc dans votre environnement de développement. Si vous avez déjà une API qui appelle OpenAI, on a fait en sorte que ces NIM soient complètement standards. Donc, en fait, vraiment, l'API pour requêter ces modèles, c'est exactement la même que celle que vous utiliserez pour OpenAI, par exemple. Et donc, la seule chose à faire, c'est de générer une clé voilà, pour accéder à l'API. Donc, vous cliquez sur Get API Key, puis ça vous demande votre adresse mail pour juste vous donner accès à un certain nombre de crédits pour juste faire des petits POC. Hein. Voilà, vous avez un nombre limité de requêtes, mais en tout cas, vous pouvez vraiment l'utiliser comme un service managé en générant cette clé et puis intégrer le bout de code dans votre environnement. Donc, ça tourne chez NVIDIA sur cet environnement de démonstration et pour faire vos tests. Par ailleurs, si vous voulez donc utiliser le NIM, donc vraiment le microservice et l'avoir chez vous, eh bien vous pouvez candidater, enfin voilà, euh, demander à être notifié à partir du moment où ce sera vraiment général, enfin disponible généralement. Donc ça va arriver dans les prochaines semaines. En attendant, voilà, vous pouvez être informé de quand ce sera tout à fait disponible. Et voilà, donc c'est les trois niveaux d'utilisation de ces NIM, donc soit vraiment juste dans le playground, soit avec le petit bout de code pour utiliser, mais ça tourne donc chez NVIDIA, et donc n'envoyez pas vos données personnelles dessus, et puis sinon après vous pouvez donc avoir accès aux NIM. Donc je vais revenir sur ma présentation pour vous dire un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a dans ces NIM, mais je voulais vous donner le lien, voilà.
Donc le NIM, c'est un container, encore une nouvelle fois, hein. Donc vous allez juste devoir le télécharger depuis notre cloud. Et puis, une fois que vous l'avez chez vous, bah, il est entièrement chez vous. Donc il est vraiment déployable partout. Et il contient en fait tout la stack de software dont j'ai parlé, donc Triton, TensorRT LLM et les drivers CUDA nécessaires à vraiment l'accélération et l'optimisation des modèles. Donc, tout est déjà configuré. Si vous voulez Llama, vous prenez Llama et vous avez déjà le script. Enfin, il n'y a rien à faire. Vous écrivez Docker Run et vous lancez le Docker et vous avez votre service. Donc le petit bout de code du Python sera exactement le même, sauf que l'URL, vous allez pouvoir remplacer par votre URL locale, donc localhost 9999, et puis vous avez votre modèle qui est disponible et qui tourne, qui répond aux requêtes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire pour accélérer le déploiement, à la fois accélérer le travail des ingénieurs à déployer les choses, et puis ensuite bah, accélérer l'inférence à chaque requête, puisque donc derrière ça utilise toute notre stack optimale. Donc au lieu de faire du Triton et du TensorRT LLM vous-même à la main, vous pouvez, donc ça vous prendra un peu de temps de comprendre et de déployer. Vous pouvez vraiment juste utiliser le Docker NIM et puis en 5 minutes déployer. Voilà, donc c'est un petit peu la proposition de valeur sur cette nouvelle solution. On en a donc pour tous les domaines, comme je le disais, dans les langages, dans le modèle visuel, etc. Voilà, donc je voulais faire un petit focus sur cette partie inférence qui est relativement récente et qui est très très pratique. Et puis ensuite, je peux rentrer dans les détails sur la partie plus customisation de modèle de langage avec une petite démo sur Nemo. Et puis quelques exemples aussi sur la partie RAG. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, toujours jusque-là. Euh, voilà, donc pour la customisation de modèles de langage. Bon, il y a ici, j'ai quelques slides détaillés sur qu'est-ce que cela signifie. J'imagine que vous commencez à en avoir déjà une petite idée depuis quelques années. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bah, quand on customise un modèle, il y a différents niveaux en fait, à la fois de performance qui peuvent être obtenus, et puis il y a aussi différents niveaux de temps, d'investissement, aussi d'argent concernant les infrastructures et les outils nécessaires pour customiser. Donc, si on part vraiment du zéro niveau de customisation jusqu'au fine-tuning, on peut décliner plusieurs méthodes. Donc bon, bah, le zéro shot, vous le connaissez, hein, c'est simplement utiliser le modèle tel que. Donc vous lui donnez un article, une consigne, et puis vous attendez le résultat après par exemple, le mot résumé, et il vous génère un résumé. Bon, mais si il sait déjà bien le faire, ça va bien se passer. Si le modèle n'est pas très bon à résumer les choses, il va vous donner une réponse peu satisfaisante. Donc c'est vraiment là l'utilisation brute du modèle sans travail du tout. Et donc, si on n'est pas satisfait de sa réponse, ben, on peut essayer de lui donner des exemples. Donc, c'est ce que ferait le prompt engineering, où on va venir bah, donner des exemples préalables et puis avoir la réponse ensuite. Donc, ce sera peut-être amélioré du fait qu'on leur a donné des exemples avec le résumé, etc. Et donc, ça, c'est un exemple sur la partie résumé, mais vous pouvez imaginer d'ingénierer le prompt de différentes façons en donnant des questions et des réponses ou le format de la réponse attendue, etc. Donc ça, c'est vraiment toujours pareil. Vous n'allez toujours pas modifier le modèle. Vous essayez simplement d'agir sur la façon dont vous envoyez les requêtes et qu'est-ce que vous lui donnez comme contexte pour qu'il arrive à donner une réponse cohérente. Donc ça, c'est la partie prompt engineering. Donc il n'y a pas besoin d'apprentissage ici. C'est vraiment, on utilise le modèle encore dans son état brut. Maintenant, si on fait du prompt learning, là, on va devoir apprendre de nouveaux paramètres au réseau et donc ajouter quelques petits éléments vraiment dans l'architecture du modèle. Donc ça, on donne aussi des scripts. Donc typiquement dans Nemo, donc la partie customisation de Nemo vous permet de faire ce prompt learning. Donc il faudra une petite base de données avec des exemples et puis apprendre donc ces nouveaux paramètres. Donc, bah, l'accuracy obtenue peut être satisfaisante, hein, si c'est juste
une façon d'écrire, juste une façon de faire de la syntaxe ou un peu de vocabulaire à ajouter, ça peut bien se passer. Maintenant, si on veut aller plus loin, il y a d'autres techniques où on vient apprendre plus de paramètres, on vient mettre plus de couches dans le réseau pour fine-tuner. Donc ça va être les méthodes type Parameter Efficient Fine-Tuning, la PEFT. Donc LoRa, les adapteurs, etc. Donc là, on a plus de poids adapté. Il faut un peu plus de temps parce que bon, il faut faire ce fine-tuning avec plusieurs époques, un peu plus de data aussi. Donc c'est déjà un niveau supérieur, mais qui est aujourd'hui largement utilisé et ce qui marche le mieux en fait en compromis en fait. Donc voilà, c'est différents types de méthodes. Pareil, là aussi sur Nemo, vous pourrez trouver un tas de scripts pour faire du p-tuning ou pour faire du LoRa ou de l'Infuse adapter. Et enfin, si vous avez l'infrastructure nécessaire, vous pouvez continuer d'apprendre un modèle en entier, donc modifier tous ses poids et rajouter tout un tas de bases de données supplémentaires pour vraiment l'adapter à votre corpus, votre façon de travailler, vos textes et ajouter vraiment de la connaissance. Donc là, c'est un gros investissement d'infrastructure pour pouvoir faire du fine-tuning d'un gros modèle. Donc si c'est un petit modèle, ça se faisait très bien avant sur les images, hein, et ça continue de se passer sur des modèles de texte plus légers et plus gros pour certaines entreprises. Donc là-dessus, pareil, sur Nemo, vous pouvez le faire à tout niveau. En résumé, voilà, donc plus vous avancez dans la complexité des méthodes, et plus ça va nous nécessiter de données et d'investissement de calcul. Voilà. Ça, c'est vraiment le résumé des différentes méthodes. Et donc, si on regarde sur Nemo, on va avoir des scripts comme celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment un bash dans lequel on définit les paramètres. On donne ce bash, hein, il est dans le framework, dans le Nemo framework. Donc, ça, c'est pour évaluer un modèle de base. Donc, on n'a pas fait de fine-tuning, on prend le modèle Nemotron. Donc, c'est un modèle NVIDIA que NVIDIA a appris, par exemple. Donc, voilà, je spécifie ici le chemin vers le modèle. La base de données ici, c'est un. En fait, on va tester le Némotron sur de la question-réponse en espagnol pour voir s'il est bon à l'espagnol. Donc, on lui met le template du prompt, en fait, on veut l'évaluer. Donc, en lui donnant du contexte et une question, on attend qu'il nous réponde une réponse. Donc, voilà ce qu'on va chercher à évaluer. Et puis, on lance le script d'évaluation, donc Megatron GPT PEFT Eval. Donc, c'est ce script qui est fourni dans le container. Et puis, il vient avec ce bash avec tous les paramètres qui sont déjà remplis. Donc, après, vous pouvez changer si vous voulez le faire tourner sur beaucoup de données ou beaucoup de GPU. Vous pouvez changer ici, vous pouvez changer la taille des batchs, etc. Mais bon, on vous propose déjà une configuration. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, il faut rentrer le format du prompt ici. Donc pour évaluer, voilà, ça c'est typiquement un exemple de script que vous pourrez trouver dans Nemo. Maintenant, si je veux faire du fine-tuning, donc par exemple le plus gros fine-tuning possible en supervisé, je veux continuer d'apprendre Nemotron et j'ai 8 GPU à ma disposition, donc toute la base de données de Squad en espagnol. Donc je vais lancer sur toute cette base. Et puis là, maintenant, je lance du coup le script qui s'appelle tuning. Donc, ce même script, il s'appelle PEF tuning. Il fait aussi il fait du LoRa, il fait du p-tuning. Mais là, ici, on a spécifié on va utiliser exactement l'apprentissage tel que. Donc, il n'y a pas de paramètres concernant le méthode. Voilà, c'est ça, PEF chem ici, le schéma. Donc, c'est pas LoRa, c'est pas p-tuning, c'est rien du tout. C'est vraiment, je continue de train. Et donc, je fais du supervised fine-tuning avec ma base de données de train, ma base de données d'évaluation. Et puis, je lance et je récupérerai donc des nouveaux poids dans ce chemin ici d'expérience. Voilà, donc c'est typiquement encore un exemple de script. Donc, si je lance ça, ce qui va se passer, donc là, j'ai 8 GPU, 8 à 100. Et donc, je lance ce bash, donc le train. Et puis, ça va utiliser donc PyTorch et les librairies distribuées. Donc, c'est notre container, en fait, PyTorch optimisé avec les librairies de NVIDIA pour la distribution training. Donc, on va voir ici que la mémoire va grossir. Le modèle est chargé en mémoire. Et puis, les paramètres de ma configuration sont loadés.
Et puis, bah, il va commencer son apprentissage avec les époques qui, euh, qui continuent, enfin, qui avancent. Voilà, bon, c'est plus ou moins lent, hein. Mais, euh, mais donc, ça permet de lancer un training voilà, en environ 3 heures ou 3 minutes, peut-être même. Donc, c'est vraiment pas très long. Selon les applications et selon la taille du modèle. Mais en tout cas, voilà, les scripts sont là. Après, le temps est donné aussi sur. Vous avez des benchmarks hein, disponibles sur combien de temps ça prend d'apprendre des modèles et combien de GPU il faut, etc. Donc, ça, vous pouvez trouver sur MLPerf, par exemple. Euh, voilà. Donc, typiquement, comment on fonctionne avec Nemo. Euh, je vais poursuivre ici avec un petit point sur les solutions pour le Retrieval Augmented Generation. Oui, donc il y a une question sur comment sauvegarder plusieurs thunes de modèles différents. C'est-à-dire que si on a un modèle et on veut le fine-tuner avec plusieurs bases de données, je suppose, et ben à chaque fois, vous allez du coup récupérer les parties fine-tunées simplement. Donc soit les premières couches, là si on fait du p-tuning, ou soit les adapteurs LoRa, c'est aussi un petit nombre de couches qui sont sauvegardées quand vous faites ces apprentissages. Et ensuite, en fait, au moment de l'inférence, vous pouvez avoir un modèle de base et puis lui ajouter au moment de la requête, donc vous précisez, je vais lancer cette requête et j'ai besoin d'utiliser cette partie fine-tunée. Donc c'est possible de le faire au moment de l'inférence, donc il n'y a pas besoin de stocker le gros modèle plus les parties apprises. Vous allez stocker surtout le gros modèle et puis ensuite, au moment de l'inférence, vous ajoutez la petite partie supplémentaire que vous voulez en fonction des questions. Donc, c'est vraiment possible d'utiliser plusieurs modèles fine-tunés, enfin, le même modèle fine-tuné avec plusieurs petites bases de données et les interchanger au moment de l'inférence. Et puis, il y avait une question sur les NIM aussi. Est-ce que ça tourne sur RTX? Euh, la réponse est non. Aujourd'hui, pour l'instant, voilà, on va dire. Donc, principalement, on a une matrice d'utilisation des NIM pour l'instant qui couvre surtout les A100, H100. Et, euh, et je veux pas m'avancer trop parce que ça dépend des modèles, mais je vous invite à regarder la documentation et ce qu'il y a sur la page NIM. En fonction des modèles, ce sera écrit. Voilà. Donc, je vais continuer sur la partie RAG en vous présentant juste la façon dont NVIDIA voit les choses en fait sur le déploiement de ces pipelines, hein, parce que c'est très courant et chacun le déploie avec ses propres outils. Mais où est-ce que vous pouvez avoir envie d'utiliser du software NVIDIA là-dedans? Donc, bah, on a commencé par faire un exemple, on va dire, basique qu'on a mis en ligne, qui est donc qui s'appelle, qui est un AI workflow, donc un workflow pour le RAG, sur lequel on a utilisé ces composants-là. Donc, on a mis les LLM, ils peuvent être changés, soit c'est un Llama 2, enfin voilà, on a pris surtout un Llama et puis différentes tailles selon ce que vous voulez faire. On a proposé d'utiliser le modèle embedding E5, qui était à ce moment-là ce qu'il y avait à l'état de l'art, mais maintenant ça a pu évoluer. Dans le back-end qui fait tourner le modèle de langage, donc c'est le Nemo Framework avec ses services d'inférence qui utilisent Triton et TensorRT-LLM. Donc ça, c'est vraiment sur ce chatbot Canonical. Donc après, je reviendrai là-dessus parce que depuis ça, on a proposé des updates. La base de données vectorielle, nous, on travaille avec Milvus et pgvector, par exemple, parce que du coup, elles sont accélérées sur GPU aussi. Donc ça, c'est intéressant de savoir que la base de données et les recherches dans la base de données peuvent être accélérées sur GPU. Donc, c'est toujours bon à prendre quand on a des grosses bases de données. Et puis, bah, on connecte le framework et le chatbot, etc., avec LangChain et LlamaIndex. Donc, voilà, mais ça, c'est des choix. Donc, c'est une proposition d'architecture que NVIDIA a mis en place et qu'elle a mis à disposition sur ce site-là, donc NVIDIA Generative AI Examples. Vous trouverez comment le déployer en 5 minutes. Là, pour le coup, vous pouvez aussi avoir le chat with RTX, donc vous pouvez le déployer sur un RTX. Vous pouvez avoir, voilà, il y a plein de différentes façons de le déployer. Mais voilà, en tout cas, on a commencé par adresser le problème comme ceci. Et puis après, bah, maintenant avec les NIMS, on peut imaginer de déployer ça autrement. Donc, on peut imaginer que pour la partie LLM, on veut mettre un NIM.
Donc typiquement, vous déployez le NIM chez vous et puis il va être disponible pour le prompt, enfin pour récupérer les questions et répondre aux users. Donc c'est vraiment le back-end qui va tourner pour le modèle de langage génératif. On peut avoir un NIM aussi au niveau de l'embedder. Donc comme je vous ai montré sur ai.nvidia.com, on a aussi des modèles d'embedder. Donc que ce soit des modèles NVIDIA ou des modèles, on a le Mistral qui est dans un NIM, il me semble. Donc voilà, pareil, un petit NIM pour la partie embedding. Donc pareil, un autre service, une autre API sur un autre GPU éventuellement. Donc vous pouvez déployer. Et puis pour la partie retrieval aussi, on a un NIM pour le ranking qui va être nécessaire, enfin ou qui peut être utilisé. Voilà. Et donc on a vraiment essayé de remplacer chaque composant par un service, un microservice. Et donc les NIM remplissent tout à fait cette fonction. Au centre, on a toujours le workflow, donc le LangChain, donc vraiment les frameworks qui gèrent le bot. Et puis, on a les bases de données vectorielles, donc typiquement pgvector, Milvus, comme je disais, qui sont accélérées la plupart du temps avec la librairie Rapids derrière, en fait, pour les données tabulaires. Donc ça aussi. Donc tout ce qui est vert ici, en fait, ça tourne sur GPU et c'est accéléré, et ça a un intérêt d'être accéléré pour avoir la meilleure pipeline possible. La partie data, il faut aussi l'ingérer, donc vous pouvez utiliser Nemo Curator, par exemple, avec les scripts disponibles. Et puis des petits guardrails au niveau du user et de la réponse. Donc pareil, qui peuvent utiliser Nemo Guardrails ici et s'intégrer dans le framework. Parce que Nemo Guardrails est tout à fait intégrable dans LangChain très facilement. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça la vision de NVIDIA, comme d'habitude, d'accélérer des pipelines. Donc là, maintenant, on prend chaque composant, puis on accélère ce qu'on peut. Et nous, voilà, on n'a pas une solution entière. Alors, on l'a fait et on l'a mis en place dans le cadre d'un cours. Donc, si vous voulez consulter, on a un cours, un, un training donc, sur notre plateforme de cours DLI, donc Deep Learning Institute. Vous allez voir un nouveau cours self-paced, donc que vous pouvez faire tout seul chez vous. Alors, il est payant parce que derrière, il faut toute l'infrastructure Kubernetes et puis le cluster et puis tous les GPU nécessaires pour faire tourner tous ces modèles. Mais donc, le cours est payant, mais en tout cas, il vous donne du coup tous les outils, toute la compréhension, le niveau d'accélération, il est vraiment très, très complet. Donc, c'est un cours, voilà, je vous recommande. Et puis sinon, vous pouvez voir aussi sur le site que j'ai présenté tout à l'heure, AI Generative Examples. Voilà, donc en définitive, à la fin, vous allez avoir un playground qui va ressembler à celui-là. Donc, si vous posez une question, vous pouvez utiliser ou pas la base de données, mais bon, si la base de données est vide, il va toujours répondre à côté d'une question qu'il ne connaît pas. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours rien à ajouter à la base de données, donc il répond n'importe quoi sur le chip Nemo. Mais si j'ajoute un fichier et qui est spécifiquement l'article de référence de Chip Nemo, qui est en fait notre modèle appris pour nous aider au développement des puces, parce que chez NVIDIA, on a fait un RAG pour nous aider au déploiement des puces. Enfin, on a customisé un modèle de langage pour pouvoir et nous aider au code. Voilà, et donc une fois qu'on lui a ajouté la base de données, là, il sait que c'est un modèle de langage adapté pour le chip design. Voilà. Là, ça recommence, mais c'était vraiment la réponse finale qui est la bonne quand on utilise la base de données après avoir ajouté un modèle enfin, un fichier dans la base de données. Voilà, donc si vous déployez l'outil, enfin le pipeline complet qui est donné dans l'exemple Generative AI, vous allez avoir ce chatbot qui s'ouvre dans votre browser et vous pouvez avoir votre RAG chez vous. Voilà, donc je pense que j'en ai fini pour les aspects techniques. J'ai un petit slide ici qui présente notre programme développeur. Vous pouvez prendre en photo ces QR codes et puis vous inscrire pour avoir les updates des différents modèles, des différents SDK et puis des infos générales sur NVIDIA pour le développement d'applications. Si vous avez des startups ou être en contact avec des startups, n'hésitez pas à leur dire de s'inscrire aussi sur notre programme Inception, où ils ont accès à des ressources gratuites aussi. Et puis le cours, donc la plateforme de cours donc d'éducation qu'on propose chez NVIDIA. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir.
voilà, c'est un peu plus de détails sur le blanc. Je suis ouverte à vos questions, n'hésitez pas dans le chat, hein. Il reste 5 minutes, donc on peut vraiment échanger. Et voilà, donc sinon je termine ici avec ce programme développeur. C'est vraiment juste votre adresse mail, hein, et puis ça vous donne accès directement après aussi à NVIDIA GPU Cloud, donc le NGC catalogue, où vous avez tous les containers et tout ça. Ah oui, et surtout là, je crois que vous avez un training gratuit. Donc si vous, voilà, si vous voulez, on a un cours, on a une offre, une sélection de cours qui sont gratuits là avec ce QR code là. Donc n'hésitez pas à le prendre maintenant parce que euh, c'est possible ici. Et puis j'enverrai la présentation. Voilà, donc ça c'est les exemples de cours. Le PDG a affirmé que le métier de développeur était terminé à cause de l'IA. Devons-nous être inquiets? Est-ce que j'ai eu l'impression de vous inquiéter avec cette présentation? Parce que justement, il y a encore plein de choses à faire pour le développeur, soit dans l'optimisation, soit dans la connexion de différentes applications entre elles, de différents modèles, de générer des pipelines de plus en plus complexes. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça ouvre de plus en plus d'opportunités à des développeurs. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu scanner le QR code, alors déjà je peux le remettre, et sinon j'enverrai la présentation aussi sur le Slack. Voilà, donc très bien. Alors qu'est-ce qui est resté? Oui, donc des exemples de parcours de cours ici, comment vous pouvez... on a des cours à plusieurs niveaux et vous pouvez avoir toute une certification si vous suivez tous les cours dans ce domaine-là. Ça, c'est des exemples de cours relatifs à ce que je viens de raconter sur le prompt engineering, sur la customisation et le déploiement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis aussi sur toutes nos sessions de GTC, donc qui est notre conférence qu'on avait en mars. Tout est disponible en replay, donc vous pouvez vraiment accéder à des sessions très très détaillées ou très générales. Enfin, il y a vraiment de tout, nos product managers, nos développeurs, nos chercheurs qui ont présenté leurs travaux. Voilà.